La dette de notre pays représente aujourd'hui plus de 3 300 milliards d'euros. Tout le monde devra participer à l'effort. Le travail et la compétitivité de nos entreprises doivent être autant que possible épargnés. L'État donne 211 milliards, mais que personne ne maîtrise dans l'administration française. Il n'y a même pas un tableau général. Enfin, la maîtrise des dépenses publiques passe aussi par celle des dépenses sociales. Nous devons collectivement réaliser un effort de l'ordre de 5 milliards d'euros. Cette nouvelle ère pour la nation suppose de nouveaux budgets pour nos armées. Alors que nous avions prévu de doubler le budget d'ici 2030, nous allons le doubler d'ici 2027. Le macronisme aurait été une entreprise de promotion systématique des plus dégueulasses. L'éthos du macronisme, c'est l'éthos du doigt fourré. C'est vraiment, on vous emmerde. On n'en a rien à foutre et on vous emmerde. C'est à ce moment de vérité que nous sommes aujourd'hui. Nous savons que le chemin est difficile, que la voie est étroite et qu'ensemble nous pouvons le choisir. Je devrais dire qu'ensemble nous allons le choisir. C'est pour ça que le plan Bayrou, c'est le truc de trop. Et c'est l'occasion, c'est l'occasion ou jamais. On évoquait dans une récente chronique le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les aides publiques aux entreprises, dirigée par le sénateur républicain Olivier Rietmann et le sénateur communiste Fabien Gay. Cette commission s'était donnée pour mission de répondre à ces deux questions extrêmement simples. Premièrement, quel est le montant exact des aides accordées par l'État français aux plus grandes entreprises du pays, celles de plus de 1000 salariés, dont le chiffre d'affaires net mondial est supérieur à 450 millions d'euros. Et deuxièmement, à quoi servent ces aides? Et les principales conclusions de son rapport, publié le 8 juillet dernier au terme de 6 mois d'enquête, étaient en substance les suivantes. Petit 1, 210 milliards d'euros d'aides publiques sont désormais distribués chaque année aux entreprises françaises. Vous estimez, quand on dit entre 200 et 250 milliards, c'est quelque chose qui vous est parfaitement plausible? Il faut certainement ajouter les exonérations de charges. Donc là, on va être autour de 88 plus 80, qu'on va arrondir à 170. On en oublie, mais... C'est le principal poste budgétaire du pays. Petit 2, personne ne sait exactement à quoi servent ces aides. Car petit 3, personne ne contrôle leur utilisation. Il faut insister sur ce dernier point et rappeler que par contraste, les chômeurs bénéficiant d'une indemnisation de l'assurance chômage pour laquelle ils ont cotisé lorsqu'ils travaillaient sont par exemple soumis à toujours plus de contrôles toujours plus tatillons et pour le dire plus simplement, à toujours plus de flicage. Cela signifie très concrètement que le gouvernement, alors que rien ne justifie cette défiance, considère a priori les chômeurs comme des fraudeurs potentiels, qui doivent être soumis à une surveillance toujours plus étroite. Mais qu'à l'inverse, il estime que les patrons sont par définition dignes de confiance et qu'il est donc inutile de s'assurer qu'ils font bon usage des centaines de milliards d'euros qui leur sont distribués tous les ans, aux frais des contribuables, qui n'ont par ailleurs pas vraiment le choix puisque personne ne leur a jamais demandé s'ils étaient d'accord pour que l'argent de leurs impôts finance ainsi le patronat. Le 15 juillet dernier, une semaine jour pour jour après la publication de ce rapport sénatorial sur les aides publiques aux entreprises, le Premier ministre François Bayrou a présenté son plan budgétaire visant, comme on sait, à faire 44 milliards d'euros d'économies en 2026. Très délirant ça, non ? Et Bayrou s'est empressé de souligner, je cite, que tout le monde devrait participer aux efforts. Tout le monde devra participer à l'effort. Mais tout de suite après, il a précisé que les entreprises devraient être épargnées. Fin de citation. Face à l'ampleur de l'enjeu, il est illusoire de penser qu'une catégorie ou une autre puisse seule porter le fardeau. Quand le Premier ministre explique que tout le monde devra participer aux efforts visant à économiser 44 milliards d'euros l'année prochaine, cela veut donc dire tout le monde, sauf les entreprises dont le financement coûte 210 milliards d'euros par an, sans qu'on sache si cet investissement ne relève pas du gaspillage pur et simple. Dans ces conditions, évidemment, et puisqu'il n'est donc pas question pour le gouvernement de réduire le montant des aides publiques au patronat dont l'utilité n'a jamais été démontrée, la seule solution pour faire les économies promises par Bayrou est de donner de grands coups de hache dans d'autres postes budgétaires. Et là, effectivement, tout le monde va devoir participer à l'effort, mais surtout les pauvres. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre.
La semaine dernière, dans un très long entretien publié par le journal Le Monde, la ministre macroniste du Travail et de la Santé, la très droitière Catherine Vautrin, a ainsi détaillé les économies d'un montant total de 5,5 milliards d'euros que le gouvernement prévoit de faire dès l'an prochain dans le domaine de la santé. Il faut s'attarder un peu sur cette interview parce qu'elle constitue un exemple parfait de ce que peut être la langue de bois politicienne lorsqu'elle est mise au service du remplacement de la réalité par une vérité alternative. Cette ministre, dont le patrimoine personnel tel qu'elle l'a déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsqu'elle a pris ses fonctions, s'élève à plus d'1 million d'euros, explique notamment que le gouvernement a pris la décision de doubler le montant des franchises médicales, c'est-à-dire des sommes qui ne sont pas remboursées aux patients lorsqu'ils consultent un médecin ou achètent les traitements qui leur sont prescrits. Actuellement, cette franchise est de 2 euros par consultation et d'1 euro par boîte de médicaments. Ce sont ces montants qui vont donc être doublés. Et pour justifier cette augmentation, Vautrin lâche une rafale de slogans qu'elle présente comme autant d'arguments de bon sens. Elle soutient d'abord, je cite, qu'il ne s'agit pas de culpabiliser les Français, car personne ne choisit d'être malade, mais de responsabiliser les assurés sociaux. Fin de citation. Puis elle ajoute, je cite encore, que la question aujourd'hui est de pérenniser notre modèle social, structurellement déficitaire, et donc par définition en péril. Puis enfin, elle décrète qu'il faut, je cite toujours, arrêter avec cette idée que l'assurance maladie, c'est gratuit, j'y ai droit, et qu'il faut donc être vigilants tous ensemble sur nos dépenses. Le problème est que, pour le dire très gentiment, tout est fantaisiste dans ces diverses affirmations. D'abord, tout le monde a effectivement droit à une protection sociale et à des soins en cas de maladie. C'est le socle du modèle social français qui repose depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur la sécurité sociale, laquelle a notamment pour fonction de protéger chaque citoyen contre la maladie. Mais contrairement à ce que suggère la ministre de la Santé, tout le monde sait que cette protection à laquelle chacun de nous a effectivement droit n'est absolument pas gratuite, puisque nous la finançons par des cotisations sociales qui sont en principe payées par les patrons et par les salariés. Sauf que, dans la réalité, les entreprises bénéficient depuis des années, au titre des innombrables aides publiques évoquées au début de cette chronique, qui leur sont accordées chaque année, de réduction du montant de leurs cotisations. Ces exonérations ont par exemple coûté 75 milliards d'euros à la collectivité en 2023, sans vraiment faire la preuve de leur efficacité. De sorte que le gouvernement pourrait très facilement trouver les 5,5 milliards dont il prétend avoir besoin pour pérenniser ce modèle social, en revenant par exemple sur ces réductions de cotisations consenties au patronat, dont l'utilité n'est, répétons-le, pas prouvée. Mais comme on l'a dit, au lieu de les placer devant leurs responsabilités, en leur demandant par exemple de renoncer à certaines aides publiques injustifiées, François Bayrou veut aussi exonérer les entreprises de toute participation à l'énorme effort financier qui doit selon lui permettre d'économiser 44 milliards d'euros en 2026. C'est donc sur les Français les plus fragiles, ceux qui sont malades et qui doivent s'acheter des traitements, qu'il va faire porter l'effort qu'il refuse de demander aux Français les plus riches, en doublant notamment le montant des franchises médicales, mais aussi en limitant l'indemnisation des arrêts maladie. La santé ne peut pas être seulement un marché sur lequel les consommateurs soient sans frein et sans limite. De telles mesures ne pénaliseront pas seulement les malades, elles pèseront principalement sur les Français les plus pauvres, car bien sûr, les plus riches peuvent très facilement s'acquitter de quelques euros de franchise médicale supplémentaires et s'accommoder de quelques journées de maladie non indemnisées. Une fois de plus donc, et conformément à ce qui aura sans doute été depuis 2017 la règle la plus absolue du macronisme, il s'agit de ponctionner les pauvres pour mieux gaver les riches. Et comme souvent, cette nouvelle scélératesse est présentée de manière extraordinairement perverse, comme une mesure protectrice, par un gouvernement dont il convient pour finir de rappeler une fois encore qu'il a été nommé grâce au vol du résultat des élections législatives de 2024 et qu'il ne dispose d'aucune légitimité démocratique. Merci d'avoir suivi cette chronique, passez un bon été. On entend beaucoup que nous vivons dans un régime de démocratie. Pour moi, en lieu et place de démocratie, je parlerais plutôt d'oligarchie mitigée. Souviens-toi de 2023, les retraites. 70% de la population est contre. 90% des salariés sont contre. Tous les syndicats sont contre. Il n'y a même pas de majorité parlementaire pour la faire voter. Ça se termine à coup de 49-3. C'est un hold-up, si tu veux. Si c'est pas un moment de rupture démocratique, ça, pour reprendre les termes de Stéphane Foucard, qu'est-ce que c'est ? On ne saurait mieux dire que la médiation politique n'existe plus et que, comme avec les légions de la honte, vous pouvez bien aller vous faire foutre.